3, 2, 1. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 100% Health Tech, le live de France Biotech en direct depuis Paris Santé Campus, et vous pouvez nous suivre évidemment sur tous les réseaux de France Biotech, les réseaux sociaux, et puis évidemment il y aura un replay qui sera évidemment disponible un petit peu plus tard. 500 entreprises adhérentes à France Biotech. C'est fait, et vous allez découvrir dans un instant l'heureux élu qui sera avec nous évidemment sur le plateau, et puis d'autres évidemment à découvrir dans Parole d'entrepreneurs. Vous êtes toutes formidables, ces entreprises de la health tech française. Le mois dernier, on se demandait s'il y avait assez justement de ces entreprises des sciences de la vie. La réponse non, c'était non, clairement, pour des tas de raisons. Raisons fiscales, raisons financières, raisons réglementaires, mais on vous l'expliquait, ça a l'air de bouger, voilà, tant mieux. Il y a peut-être une autre barrière à l'entrée aussi, c'est la question de l'immobilier, bien sûr, la difficulté pour les entreprises du secteur de se trouver des locaux. Mais là aussi, ça pourrait changer, justement, on va vous l'expliquer, grâce au lancement d'une task force immobilier au sein de France Biotech. En tout cas, on ne le dira jamais assez, soyons fiers de cette health tech, de cet écosystème, secteur très agile, très dynamique, qui apporte justement son dynamisme, son expertise, j'allais dire aux géants que sont les CHU. Et c'est ce qu'on verra d'ailleurs dans le décryptage tout à l'heure, dans une quarantaine de minutes, avec un invité exceptionnel, le directeur général de l'AP-HP, Nicolas Revel, qui sera dans cette émission 100% Health Tech. C'est donc parti pour ce deuxième numéro avec le chiffre du jour, c'est tout de suite. Et je vous le disais, 500, oui ça y est, 500 entreprises adhérentes à France Biotech, c'est fait justement. Chiffre gagnant porté par Alexandre Hucker. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Félicitations. On est ravis, merci. Oui. Alexandre Hucker qui est le fondateur de l'IFEN. C'est ça. Je prononce bien ? Vous prononcez bien. Alors c'est une start-up de 120 personnes qui est basée à Paris. L'ambition c'est de faciliter le déploiement de solutions numériques auprès des hôpitaux, auprès des médecins, auprès des cliniques. Boîte qui existe depuis 7 ans à peu près. C'est ça, on est une start-up créée en 2015. On a un peu plus que 120, maintenant on est presque 200, donc 200. On a bien grandi. Et effectivement, notre mission, c'est de connecter les acteurs de la santé et surtout d'accélérer le déploiement de l'innovation. Simplifier le partage de la donnée médicale, c'est ça ? Exactement, donc en fait on a démarré en travaillant principalement avec les hôpitaux sur la thématique du partage des documents médicaux, donc entre l'hôpital, les hôpitaux, les cliniques, les professionnels de santé et les patients. Et donc là on a plus de 850 établissements clients, publics, privés. Donc ça c'était notre, je dirais, première offre. Ça représente combien de documents médicaux ? Allez, si on devait imaginer en millions, je sais pas. Voilà, 2,5 millions par mois, c'est le nombre de documents qui transitent de façon sécurisée via notre plateforme. Et donc, à partir de là, on a plus récemment sorti une deuxième offre à destination, cette fois-ci, des éditeurs et des acteurs de la e-santé. Oui. Puisque notre constat, c'est qu'il y a énormément de promesses en fait, autour de la santé, du numérique. Et pour autant, il n'y a encore pas assez d'usage selon nous. Et on pense que parmi les freins, il y a le déploiement des solutions dans les hôpitaux et il y a l'accès à la donnée. Et on pense qu'on peut très largement aider sur ce point-là. Bientôt le UK, le Royaume-Uni ? Alors effectivement, donc les systèmes de santé sont très différents en Europe, mais on partage, je dirais, les mêmes problématiques, les mêmes enjeux, donc structurer la. Ou la gauche là-bas, non je plaisante. Voilà, c'est vrai, mais donc voilà, structurer la donnée, les enjeux d'interopérabilité, c'est des choses où on pense qu'on peut très nettement améliorer l'état de l'art là-dessus. Alors le dossard gagnant, je le disais, 500, vous êtes le 500e donc membre de
France Biotech. Pourquoi adhérer à France Biotech, Alexandre? Alors on est ravis. Il y a plusieurs éléments, mais le premier, je pense qu'on partage vraiment un certain nombre d'enjeux avec tous les acteurs de l'écosystème France Biotech. Donc on a hâte de participer au débat et d'apporter un peu notre vision du terrain là-dessus. Et puis un peu comme je disais, on a une offre qui est vraiment à destination à la fois des medtech et des acteurs de la e-santé. Donc il y a une communauté, je pense, qui grandit au sein de France Biotech. Et donc on a hâte d'échanger avec vous et de voir comment on peut vous aider sur les thématiques d'accès à la donnée, de déploiement au sein des hôpitaux. Et voilà, l'histoire retiendra que ce 15 novembre, pour ce 2e numéro de 100% Health Tech, le live de France Biotech, on avait le 500e adhérent. Donc merci beaucoup Alexandre Rucker, donc cofondateur de l'IFEN. Très bonne soirée. Et tout de suite, c'est le grand angle. Et dans 100% Health Tech, le live de France Biotech, des questions et puis surtout des réponses. Des réponses évidemment pour accélérer le développement de ce secteur extrêmement foisonnant, extrêmement dynamique. Hein. Vous avez pu vous en rendre compte il y a quelques instants avec Alexandre. Et quand on parle de développement, ça passe déjà par une implantation physique, dans des locaux, en dur, clairement, bien sûr, et ce n'est pas toujours aisé. On va en parler avec nous. Jeanne Volatron, bonsoir. Bonsoir. Jeanne Volatron, qui est vice-présidente de France Biotech, coordinatrice de cette task force immobilière, vous nous en parlerez dans un instant, installée au sein de France Biotech. À mes côtés, Johanna Michelin. Bonsoir Johanna. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes à la tête de Biolabs en France. Vous allez revenir dans un instant sur ce qu'est Biolabs, entreprise américaine qui gère une dizaine d'incubateurs aux États-Unis et donc présente en Europe, spécialement la France. Aude Landy-Berkovitch, bonsoir. Bonsoir. Directrice générale de Novaxia Développement. Alors, Novaxia spécialisée à la fois dans la gestion d'épargne immobilière, le développement de projets urbains, vous allez nous expliquer, puis comment justement, vous interagissez avec ce petit monde de la santé extrêmement foisonnant. Je disais, Jeanne, en partir d'un constat qu'on va faire avec vous, c'est la difficulté pour les entreprises du secteur de trouver des locaux. C'est vraiment problématique. Oui, alors on a eu des retours plutôt informels au début d'entrepreneurs, en particulier des entreprises early stage, sur justement cette pression immobilière et cette difficulté à trouver des locaux type laboratoire ou encore bureau. On a voulu aussi adresser cette question de manière plus formelle à l'occasion du panorama 2022 de France Biotech. Et pour l'instant, on a des résultats très préliminaires, mais effectivement, environ 30% des entreprises se disent en difficulté pour trouver des locaux. 30%, c'est pas un petit chiffre, hein. Non, c'est c'est assez énorme comme chiffre pour ces entreprises-là. Effectivement, les difficultés, c'est il y a peu de locaux type laboratoire. Et je pense que les solutions qui existent aujourd'hui sont peut-être aussi peu lisibles. Oui, parce que quand on est à la tête d'une entreprise de la biotech, quels sont les critères justement? Qu'est-ce que les conditions pour s'installer? Il faut quoi, des grands locaux justement pour installer ces laboratoires? C'est ça qui manque? Alors il faut des locaux où on peut avoir une visibilité de croissance. Il faut des locaux qui permettent d'attirer et pérenniser nos talents, donc souvent plutôt dans les centres-villes. Il faut considérer l'écosystème scientifique, l'écosystème opérationnel et logistique. Ouais. Il faut que ça soit aussi accessible financièrement, parce que quand on est une jeune entreprise, nécessairement, qu'on soit dans la health tech ou autre chose, tous les autres secteurs, il ne faut pas dépenser des sommes hallucinantes. Surtout quand vous parlez qu'il faut s'installer en centre-ville, c'est ça, Jeanne? Exactement, oui. L'aspect financier est un enjeu énorme aussi pour des entreprises, encore une fois, early stage, et qui vont être amenées à croître. Alors, je vous l'ai promis, on va trouver des solutions grâce à Jeanne, et puis grâce évidemment à nos deux autres amis. Johanna Michelin, donc, à la tête de Biolabs. Qu'est-ce que c'est Biolabs? Ça fonctionne comment? Alors Biolabs, c'est une entreprise qui propose des espaces de coworking spécifiquement pour des startups en biotechnologie. Et donc, qu'est-ce que c'est du coworking pour une startup en biotechnologie? C'est un laboratoire L1, L2 partagé. C'est un laboratoire sur lequel elles vont pouvoir prendre
une paillasse, 2 paillasses, et puis le mois suivant peut-être 3 ou 4 ou 10, en fonction de leur croissance. Et ça, c'est important qu'on puisse les accompagner justement, notamment pour des startups early stage, comme le soulignait Jeanne, sur des périodes sur lesquelles la croissance, elle est difficilement anticipable. Et puis surtout, ce serait bien dommage pour elles de s'installer dans de grands locaux en anticipation de cette croissance. Les fonds sont comptés pour ces boîtes-là, et donc il faut qu'elles puissent grandir au fur et à mesure de leurs besoins, de leurs résultats scientifiques. C'est aussi, Jeanne le soulignait, une des difficultés, c'est toute la logistique. Construire et opérer un laboratoire, ça nécessite des investissements lourds en équipement, ça nécessite d'avoir un personnel spécialisé sur place. Et ça, c'est ce que propose Biolabs. On propose un service clé en main, de sorte que nos startups résidentes ne se concentrent que sur leur science. Leur mission, exactement. C'est ça, ce sont des locaux, et vous amenez aussi toute une panoplie de services, bien sûr. Alors de services et puis un écosystème. Je rebondis là aussi sur ce qu'a dit Jeanne. Les entrepreneurs, notamment quand ils viennent de créer leur société, ils ont besoin d'être entre eux, d'être avec des gens qui sont sur le même parcours. C'est quand même plus agréable quand son voisin de paillasse et rencontre les mêmes difficultés. Par la même langue. Par la même langue qu'on peut partager avec lui. Et puis c'est aussi tout l'écosystème que l'on met autour, et notamment les partenaires industriels qui, de notre point de vue, doivent graviter autour de ces startups, doivent interagir avec elles, même si c'est très tôt, pas forcément pour nouer un partenariat tout de suite, mais pour créer des relations de confiance, pour échanger sur l'anticipation des problématiques d'industrialisation. Voilà, c'est créer une communauté qui, in fine, il faut se le dire, a le même but, que ce soit les entrepreneurs ou les partenaires industriels, c'est créer de nouveaux traitements accessibles aux patients. Bien sûr. Alors, Johanna, je le disais, c'est une boîte américaine qui existe depuis une dizaine d'années. Mais si vous êtes là, c'est que justement, maintenant, vous avez un pied, une implantation en Europe et spécialement en France. Où est-ce qu'on peut donner quelques exemples ? Oui, alors nous avons une douzaine de sites aux États-Unis. Le modèle marche très bien là-bas. Nous avons vu un potentiel de développement en Europe et en premier lieu en France, puisque je crois qu'on partage tous ce constat ici. La recherche française, notamment en biotechnologie, est excellente. Il y a beaucoup de startups qui se créent. Il y a des talents qui sont extrêmement volontaires. Et Jeanne en est un bon exemple. Et donc, on a vu un marché ici. Et puis, la première pierre de notre implantation, ça a été un partenariat avec Novaxia autour du projet Hôtel-Dieu. On va en reparler dans un instant. Il y a l'Hôtel-Dieu, évidemment, avec vous, Novaxia. Saclay également. Saclay également. Justement, qui a choisi Saclay et qui a choisi Biolabs pour l'accompagnement. Alors Saclay, c'est également une zone à très très fort potentiel sur un plan recherche et développement. Servier y installe son nouveau centre de R&D en regroupant l'intégralité de ses équipes de R&D. Et une partie de ce projet de regroupement, c'était d'avoir un incubateur à start-up très proche de leur centre. Et de mettre à disposition de ces startups un opérateur qui sait opérer ce genre de centre, ça c'est Biolabs, et puis éventuellement leur plateforme de recherche, leur animalerie. Donc ça va être un endroit tout à fait exceptionnel pour des startups en biotechnologie. Alors Aude Landy-Berkovitch, je le disais, vous êtes directrice générale de Novaxia Développement, société à mission du secteur immobilier, avec de la gestion d'épargne immobilière, le développement de projets urbains, et donc avec une équipe qui est dédié donc aux sciences de la vie. Racontez-nous ce que vous faites. Exactement. Donc, on est une société à mission et depuis 2017, on s'intéresse aux sciences de la vie grâce au concours qui a été lancé par la PHP sur l'Hôtel-Dieu. On y a répondu et on a été lauréat en 2019 et c'est à ce moment-là qu'on a travaillé avec Biolabs puisque c'est la première implantation de Biolabs dans le futur, dans le projet Hôtel-Dieu futur, mais avec une première implantation en préfiguration dès janvier. On a fait le même constat que Jeanne et que Johanna, qu'en fait, il y avait tout ce qu'il fallait en France, mais pas d'immobilier adapté. Et quand on dit ça, c'est pas d'immobilier qui soit en proximité des hôpitaux, des universités, de la recherche. Il y avait des capitaux, mais pas d'immobilier avec une certaine technicité. C'est la raison pour laquelle, depuis, on s'est doté donc nous d'un pôle dédié aux sciences de la vie, avec une équipe qui a 5 compétences, une compétence de direction de projet, une compétence direction technique parce que c'est important. Il y a beaucoup de contraintes techniques en fluide, en eau, en air, en surcharge pour les laboratoires, parfois sécuritaires, puisque en fonction des laboratoires, il faut beaucoup de sécurité, de hauteur de plafond, et donc cette direction technique permet de caler le besoin des usagers, des utilisateurs
utilisateurs futurs. On a aussi une direction d'animation de l'écosystème parce que c'est important. Les chercheurs ont besoin de travailler dans un écosystème et travailler en synergie les uns avec les autres, à la fois sur les spécialités mais aussi sur les processus. Et puis aussi une direction de l'asset management et de services, et puis une direction concours qui permet aussi de développer une réponse sciences de la vie, recherche et innovation dans des bâtiments qui ne se prêtaient pas à de prime abord à la recherche. Alors justement, l'Hôtel-Dieu, vieille institution, vieux bâtiment, 1867, voilà, au cœur de l'île de la Cité, au pied de Notre-Dame, ou ce qu'il en reste, en tout cas en cours de reconstruction. Quelle est l'idée, justement, quel est le projet que vous menez, Novaxia, avec Biolabs? On va commencer avec vous, Aude, et puis je redonne la parole à Johanna. C'est un projet qui, avant tout, est porté par la PHP, et c'est de mettre la recherche au plus près des patients et des soignants. Et en fait, c'est de consacrer une partie de l'hôpital à la recherche et à l'innovation. Et dans ce projet, qui repose sur environ 20 000 m², il y a une large partie qui est dédiée à l'innovation et à la recherche, et c'est la partie dans laquelle nous installons donc Biolabs, qui va pouvoir 10 000 m² quand même, c'est 10 000 m² de paillasse et de recherche en lien avec la PHP. Le reste, c'est de la résidence pour soignants. C'est important aussi. Oui, c'est important. Pour attirer justement, parce que si on a un très beau pôle de recherche, et puis que les soignants, ils sont à l'autre bout du monde pour venir travailler, ben ils ne viendront pas. Exactement, c'est une vraie complémentarité. Et ce qui est important, c'est que les chercheurs, les soignants ont aussi besoin de lieux de vie, donc notamment de restauration adaptée, de crèches pour pouvoir faire garder leurs enfants, de transport à proximité. Donc c'est tout cet écosystème et cette infrastructure qui est nécessaire et qui est la clé de la réussite pour ce type d'installation et de recherche et d'innovation très poussée. Biolabs, vous, qu'est-ce que vous faites à l'Hôtel-Dieu alors? Johanna? Ce qu'on fait partout ailleurs, on va construire des laboratoires et on va construire autour de ces laboratoires un écosystème, notamment de partenariats industriels, qui puisse être mis à profit de ces startups-là. Ce sera notre plus grand site. J'allais dire dans le monde, on a un équivalent aux États-Unis, mais en tout cas en Europe, ce sera notre plus grand site. On souhaite en faire un flagship et puis peut-être un élément d'attractivité aussi pour que des biotech européennes, voire du monde entier, rejoignent ce site-là et collaborent avec la PHP, collaborent avec la recherche française. Oui, Aude, ce que disait tout à l'heure Jeanne était une évidence, hein, mais voilà, on manque de locaux dans les centres-villes. Vous travaillez sur l'idée de transformer des bureaux en laboratoire également. Hein. Oui, tout à fait. On est toujours sur le thème du recyclage, puisque c'est notre thème phare, le recyclage urbain. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir avoir un parcours immobilier pour la recherche et l'innovation, et que les sites soient complémentaires entre eux, qu'il y ait des formes de synergie entre le public et le privé, on l'a dit, et c'est l'illustration de l'Hôtel-Dieu, mais aussi entre les sites, parce que quand les biotech sont en croissance, parfois elles ont besoin de sortir aussi, parfois du centre-ville, pour avoir des procédés de fabrication. Et nous, on travaille en fait à ce portefeuille-là. C'est la raison pour laquelle on a lancé un fonds d'investissement dédié à l'immobilier de recherche et d'innovation, de manière à pouvoir avoir un large portefeuille. 2 milliards d'euros. Voilà. Et pour pouvoir accompagner les entreprises. Et allez-y, Johanna, s'il vous plaît. C'est hyper important, cette notion de continuum. C'est-à-dire qu'une start-up en biotechnologie, elle n'aura pas les mêmes besoins quand elle sort juste de l'université ou du centre de recherche, comme 2-3 ans après. C'est pas les mêmes besoins en termes d'espace, mais c'est pas non plus les mêmes besoins techniques. Et en personnel, donc, pareil. Hein, voilà, il faut qu'on arrive à construire une offre qui soit suffisamment diverse pour pouvoir accompagner les startups tout au long de leur parcours. Et à votre avis, Jeanne, c'est tout ça de quoi est de nature à favoriser l'émergence de pépites, de hubs tricolores, justement, dans la biotech? Oui, tout à fait. Et puis je pense que ce qui est extrêmement important, c'est justement la prise en charge, la prise en compte de cet écosystème et d'être au milieu d'avoir un mix entre la recherche publique et l'industrie. Et je ne peux que être d'accord avec Johanna sur le fait que ce continuum-là est extrêmement important pour la croissance et l'évolution des entreprises. Oui, on va avoir des champions. Oui, bien sûr, on espère. Et c'est la raison pour laquelle, ce qui est important pour nous, c'est l'écosystème, connaître les besoins. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'entreprise, nous, dédiée à l'immobilier, on est adhérent à France Biotech, de manière à bien connaître les futurs utilisateurs de ces sites et pouvoir les concevoir pour eux et avec eux. Alors, Jeanne Volatron, je disais, il y a cette initiative formidable qui est en train de prendre de l'ampleur au sein de France Biotech. C'est cette
task force immobilier que vous pilotez, vous, Jeanne. Racontez-nous en quoi ça consiste. Alors l'idée, c'est vraiment de créer un groupe de réflexion avec les entrepreneurs membres de France Biotech qui rencontrent ces difficultés et puis les acteurs clés publics et privés comme Biolabs et Novaxia qui proposent des solutions pour ces entreprises-là. Et les objectifs de la task force, ça va être de faire un état des lieux précis des entrepreneurs, des problématiques des entrepreneurs, de faire un mapping aussi au niveau national des différentes solutions qui sont proposées et éventuellement de pouvoir faire aussi des nouvelles propositions au pouvoir public en accord avec les ambitions de France 2030. Et les pouvoirs publics, vous les sentez enclins à vous écouter. Il y a une réunion il y a quelques temps à l'Élysée justement avec des assureurs aussi. Voilà, n'oublions pas cette partie-là aussi. Oui, tout à fait. Je pense qu'avec justement cette ambition de France 2030, on a vraiment un créneau là qu'il faut pouvoir y aller, pouvoir leur parler. Donc ça bouge. Oui. Ça bouge. Oui. On le disait, il reste des barrières à l'entrée, mais tranquillement, et grâce notamment à vos initiatives, ce petit monde est en train justement de se débarrasser un petit peu de toutes les scories qui peuvent empoisonner la vie d'un jeune entrepreneur ou d'une jeune entrepreneuse, peu importe. Oui, et puis donc cette task force est vraiment toute nouvelle. Donc là, j'encourage vraiment les entrepreneurs de France Biotech à nous rejoindre et aussi tous ces acteurs qui proposent des solutions à rejoindre la task force pour réfléchir ensemble à de nouvelles solutions pour les entreprises. Eh bien, merci à toutes les trois. Merci beaucoup, Jeanne Volatron, vice-présidente de France Biotech et pilote de cette task force immobilière. Merci également à Johanna Michielin, qui est à la tête de Biolabs en France. Longue vie justement à tous vos projets. Et puis avec nous également Aude Landi-Berkovitch, directrice générale de Novaxia Développement. Merci et à suivre Parole d'entrepreneur dans ce 100% Health Tech, le live de France Biotech. « 100% Health Tech, le live de France Biotech », eh bien l'occasion évidemment de mettre l'accent sur l'écosystème biotech et ces formidables entreprises. Vous avez vu tout à l'heure, on était avec le 500e adhérent de France Biotech, l'IFEN, qui était juste au début de cette émission avec Alexandre, dans les 2 minutes, le chiffre du jour. Élodie Chapelle, bonsoir. Bonsoir. Élodie Chapelle, voilà, parole d'entrepreneur. Vous êtes conseillère stratégie de Wondercraft, pilote de la Task Force Autonomie de France Biotech. Wondercraft, c'est une société française spécialisée dans les robots exosquelettes, avec le fameux Atalante, qui permet aux personnes en fauteuil roulant de se déplacer, de marcher en autonomie via une assistance. Racontez-nous l'émergence de cette entreprise. Donc Wondercraft a 10 ans et donc produit la technologie la plus avancée au monde pour faire remarcher justement ces patients qui ont une déficience complète ou incomplète des membres inférieurs. Des patients qui souffrent de quelle pathologie ça vient d'où justement ? Ces pathologies peuvent être d'origine accidentelle, peuvent être d'origine tumorale, ça peut être de la rééducation post-AVC, des blessés médulaires, donc quand l'accident touche la moelle épinière par exemple, ou des pathologies comme la sclérose en plaques, où là l'exosquelette va permettre soit de ralentir les symptômes, soit d'améliorer l'état de santé générale des personnes. Alors, au Wondercraft, aujourd'hui, vous équipez, vous gérez combien de patients ? Qu'on se rende bien compte un petit peu de justement l'ampleur de la tâche. Donc Wondercraft, aujourd'hui, c'est plus de 500 patients, oui. Une trentaine de centres, dont la majorité en France, mais aussi aujourd'hui ailleurs en Europe et aux États-Unis, puisque c'est un des grands, on va en parler, un des grands développements de l'entreprise. Vous êtes déjà à pied aux États-Unis. Quand on cite les établissements de santé, c'est l'hôpital Henri Mondor, bien sûr, c'est le CHU de Nantes. C'est Raymond Poincaré à Garches, bien sûr, spécialisé dans les accidents notamment. Voilà, je vais donner quelques exemples, mais vous nous dites donc qu'il y a une bonne vingtaine d'établissements de santé. Et alors, c'est une super année pour vous, 2022 qui va se terminer dans un gros mois maintenant, 2022, et vous avez levé
40 millions d'euros. Alors pour faire quoi, Elodie ? Donc oui, on a levé 40 millions d'euros avec des objectifs prioritaires. Premièrement, l'enjeu de ce développement à l'international, donc à la fois ailleurs en Europe et aux États-Unis. Donc le président lui-même a déménagé aux États-Unis pour assurer ce développement avec un marché très dynamique là-bas. Parce que dans le tour de table, on a un fonds américain, c'est le fonds Quadrant, c'est ça, qui est intervenu. Exactement, et donc avec c'est un marché très dynamique pour le dispositif médical, donc c'est essentiel d'être là-bas, avec un vrai enthousiasme aussi dans l'accueil de notre technologie auprès des patients, des professionnels de santé, et ça c'est essentiel de pouvoir véhiculer ce dynamisme. On le sent en France aussi, mais il est très fort aux États-Unis. L'autre enjeu, c'est l'industrialisation. Produire. Donc passer aujourd'hui de 4 exos par mois à 10 puis 20 pour assurer justement la livraison de tous ces nouveaux établissements. Et ça, vous en avez les moyens là, où est-ce qu'on en est dans la phase d'industrialisation chez Wondercraft ? Là aujourd'hui, on est en train justement d'augmenter la production, donc on a les moyens aujourd'hui d'assurer les livraisons, et ensuite l'enjeu effectivement ça va être de sortir de l'atelier qui aujourd'hui est rue de Rivoli pour construire une usine, et donc c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui justement à la planification de cette usine. Je reviens juste sur les États-Unis. Où est-ce que vous en êtes bien du coup de tampon des autorités réglementaires, la FDA ? Donc la FDA, on espère l'avoir, donc c'est en cours de finalisation, ouais. Donc ça, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, donc on est très proche d'aboutir. Enfin, on voit Wondercraft étant vraiment, il y a un potentiel totalement fou, hein, évidemment, autour de vos produits. Et on voit également dans le tour de table, alors je citais ce fonds américain, mais on voit également des assurances, il y a AG2R La Mondiale, il y a Malakoff Humanis, bien sûr, je ne vais pas toutes les citer. Preuve que quelque part vous répondez évidemment à un besoin. Oui, il y a deux types de besoins. Le premier besoin qu'on adresse déjà avec notre premier exosquelette, donc Atalante, dont la dernière version Atalante X est sortie. Qu'est-ce qu'il a de plus l'Atalante X par rapport à l'Atalante normale ? Donc en avril 2022, donc il a de plus qu'on a une amélioration des algorithmes de marche, puisque le principe c'est qu'il y a de l'intelligence artificielle dans l'exosquelette qui permet d'adapter s'adapter au pattern de marche de la personne qui est dans l'exosquelette et de se rapprocher au maximum, et c'est ça le cœur de la technologie de Wondercraft, de la marche physiologique. C'est l'enjeu d'être le plus proche de la marche réaliste pour l'exosquelette. Donc ça, c'est une des grosses avancées d'Atalante X. Puis après, il y a d'autres améliorations, notamment sur la forme des pieds, là aussi pour s'adapter au maximum. Pensez à ça aussi, le fait d'être plus fin, parce que donc là, on a ce premier volet qui est l'exosquelette de rééducation, donc qui est déjà commercialisé. Et donc ensuite, l'autre projet en développement, c'est l'exosquelette personnel. Donc là, l'enjeu, c'est d'aller dans la rue, d'être au domicile pour permettre l'autonomie maximale des personnes. Tiens, à propos d'autonomie, vous pilotez la Task Force Autonomie de France Biotech. En quoi ça consiste, là, Elodie ? Alors, c'est d'abord attirer l'attention des pouvoirs publics sur cette problématique-là, la perte d'autonomie, qu'elle soit liée au grand âge ou au handicap. Politique publique qui a été quand même délaissée pendant des décennies. Donc, c'est apporter un coup de projecteur sur ces sujets-là, qui sont un sujet majeur de société, et dire, voilà, aujourd'hui, l'innovation technologique, elle est en train d'exploser sur ce secteur, et il faut soutenir cette innovation technologique-là. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de co-construire des modèles avec les établissements de santé, avec des personnalités qualifiées du monde de la médecine, de co-construire des modèles pour permettre de co-développer ces innovations et d'être au plus près des attentes de ces patients en perte d'autonomie et des professionnels de santé. Félicitations. Merci d'être venu. Parole d'entrepreneur, elle est formidable. Elodie Capel, Wondercraft, voilà, c'est ça aussi, c'est l'écosystème de France Biotech qu'on vous raconte ici dans 100% Health Tech, le live de France Biotech, et dans un instant, eh bien, le focus cap sur l'innovation santé. Ouais, ce secteur de la health tech, on vous le prouve à tout moment, est synonyme d'innovation. Voilà, l'innovation. Comment conforter, comment
accélérer cette innovation? Allez, regard croisé sur l'innovation santé avec Frédéric Collet. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Prenez le micro, on vous entendra Bonsoir mieux. Fabrice. Oui, c'est vrai que vous c'est mieux regarde comme ce ça. soir, évidemment. Frédéric Collet, expert santé, ancien président du LEM, ancien président de Novartis. Ali Saïb, bonsoir Ali. Bonsoir à tous. Ali Saïb, qui est biologiste, qui est conseiller maître à la Cour des comptes, et puis dans une précédente carrière, vous avez été directeur de cabinet d'une ministre, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Voilà, ça tombe bien, on parle d'innovation en santé. Frédéric, quand on parle d'innovation, quel en est le périmètre? J'ai l'impression qu'il est de plus en plus grand ce périmètre. Alors d'abord, c'est intéressant parce que quand on parle d'innovation, c'est un peu comme quand on parle d'écologie. Tout le monde est d'accord. Puis au moment où on s'y met vraiment, ça devient un peu plus compliqué. Le périmètre, en fait, il est de plus en plus vaste. C'est intéressant si on regarde la définition de l'OMS. L'OMS, elle nous dit la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Ça fait un périmètre de santé qui est très très large. Et j'aime bien quand on parle de ça également penser à cette phrase c'est Comte-Sponville qui disait la santé était une chance, elle est devenue un droit. C'est-à-dire que les attentes, quand on parle de santé, sont devenues de plus en plus larges. Et donc, quand on parle d'innovation en santé, je pense qu'il faut se dire finalement, ça concerne 3 éléments. Il y a un premier élément qui est le fait d'apporter des solutions aux patients pour mieux détecter, pour mieux prévenir, pour mieux soigner, pour mieux accompagner. Ça, c'est la base. La deuxième chose, c'est effectivement d'apporter de l'efficience au système de soins. Et on sait que tous nos systèmes de soins, en France et ailleurs, sont sous forte tension, parce que les attentes augmentent, parce que les budgets sont serrés, etc. Donc apporter de l'efficience au système de soins. Et puis la troisième chose, c'est que l'innovation, elle est aussi un facteur d'attractivité pour un pays. Et tous les entrepreneurs que vous avez vus jusqu'à maintenant le montrent. Et donc cette innovation, elle doit également apporter de contribuer à l'économie. Contribuer à l'attractivité. On sait qu'en France, on a un écosystème exceptionnel. Ali Saïb, on vient de faire un constat donc, avec Frédéric Collet. Une fois qu'on a fait ce constat, maintenant, c'est quels moyens? Il y a plusieurs conditions pour concrétiser cette ambition et ce que vient de dire Frédéric. Il y a 3 mots qui me semblent importants. Simplifier, converger et former. Simplifier parce qu'aujourd'hui, on est face à une administration qui est depuis plusieurs années extrêmement rigide, extrêmement lourde, et elle est régulièrement tatillonne. Et il faudrait qu'elle passe d'un modèle de méfiance par défaut à un modèle de confiance par défaut. Et ça, pour moi, c'est un élément essentiel pour innover, avoir une administration qu'elle soit beaucoup plus souple, beaucoup plus agile pour accompagner les entrepreneurs. Vous êtes optimiste? Oui, parce qu'il y a des évolutions récentes qui attestent de cette évolution et de cette volonté politique aussi. Le deuxième, c'est converger, puisque on a vu et on connaît dans le système d'enseignement supérieur, recherche et innovation en France qu'il y a des oppositions. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui opposent certaines catégories. Le public, le privé, les organismes de recherche, les universités, l'État, les collectivités, et on est dans une compétition internationale qui nous demande et qui nous impose de converger plutôt que de nous opposer. Et là, c'est pour moi un élément clé, c'est-à-dire qu'il est nécessaire aujourd'hui d'avoir la capacité de faire synergie. Voilà. On l'a vu tout à l'heure pour Biolabs et pour l'Hôtel-Dieu, public-privé, pour faire plus. Et moi, j'aime beaucoup une phrase qui est le tout qui est plus que la somme des parties. Et vraiment, l'idée, c'est de converger plutôt que d'opposer. Et puis former, parce qu'aujourd'hui, on a un appareil de formation global qui est excellent, mais qui a du mal à s'adapter aux nouveaux enjeux, aux nouveaux métiers. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi trouver de nouvelles modalités de former, de nouvelles modalités d'accompagner ces jeunes et de se former tout au long de la vie pour être aussi en mesure d'accompagner cette innovation. Frédéric, des synergies mettent peut-être davantage de cohérence également dans le système? Je pense que effectivement, on a un écosystème qui est très fertile, très fructueux, mais il faut bien se dire que quand on parle d'innovation, on parle de prise de risque. Oui, toujours. Et la prise de risque, elle nécessite une certaine visibilité. Et je pense que la notion de cohérence, elle est essentielle. Et la cohérence, elle peut se jouer au moins de 2 ou 3 façons. La cohérence, c'est que la santé, c'est faire de la recherche, faire du développement clinique, faire de la fabrication, faire de l'accès au marché, et puis après ça, faire du suivi de vraie vie. Et de plus en plus important d'ailleurs, cette dernière étape, du bon usage et du suivi de vraie vie. On a bien trop souvent
aborder ces sujets-là de façon séparée. C'est-à-dire un peu comme si on vendait la santé par appartement. Et ça marche pas. Parce qu'un jour, on fait du manufacturing, puis un jour, on fait de la recherche clinique, mais c'est l'ensemble qui fonctionne. Et puis le deuxième aspect, c'est de cohérence absolument essentielle, c'est-à-dire que les plus belles stratégies de long terme doivent être cohérentes avec les mesures de court terme. Et bien souvent, on peut voir qu'il y a conflit entre des mesures géniales à long terme et puis des exécutions à court terme qui sont quelquefois un peu plus chaotiques. Alors, maintenant, comment on accélère, justement? Tiens, Frédéric Collet, reprenez la parole. D'abord, je pense qu'il y a plusieurs initiatives qui sont en cours, qui sont importantes, notamment dans le cadre de Santé 2030. Oui. Il y a plus de 200 mesures qui ont été identifiées pour apporter de la cohérence à tous ces éléments de cette horlogerie très fine. Et puis, il y a un élément auquel je crois beaucoup, moi, qui est celui de l'AIS, de l'Agence d'innovation en santé, qui doit justement d'abord nous permettre de faire de la stratégie de santé, qui doit nous permettre de simplifier l'écosystème, et puis qui doit nous permettre d'accompagner les acteurs également, les acteurs de l'innovation, dans leur cheminement. Et on a vu jusque-là, dans cette émission, à quel point tous les éléments de la chaîne étaient importants. Et cette agence Innovation en Santé, Ali, comment vous voyez les choses? Vous qui disiez il y a quelques instants, qui regrettiez une sorte de manque de souplesse quelque part dans l'écosystème. On rajoute une pile ou pas? Pour compléter les propos de Frédéric, voilà, moi je suis extrêmement volontariste et très optimiste par rapport à cette agence. Néanmoins, il ne faudrait pas que ce soit une énième structure administrative d'un État jacobin qui se base sur ses travaux, sur la méfiance plutôt que sur la confiance. Et donc l'idée, c'est vraiment que cet objet nouveau dans l'écosystème... Cet objet, vous dites, vous n'avez pas utilisé le terme machin? Non, cet objet, parce que pour l'instant, il faut l'animer, il ne faut pas lui donner trop d'attentes, il faut d'abord l'accompagner dans sa naissance. Bien sûr. Et dans cet accompagnement, il faut aussi lui permettre de changer de paradigme et d'accompagner les acteurs, de les faire converger, et aussi que ça devienne un objet politique qui participe de la simplification des procédures. C'est pas simplement un véhicule, c'est aussi un point d'appui pour justement faire évoluer tout ce qu'on a dit précédemment. C'est pas un simple lieu de convergence ou un guichet unique, c'est un objet politique. C'est la condition pour que ça fonctionne, c'est ça. Voilà, qui se mettent au service quelque part des autres, quelque part, qui mettent un petit peu de liant. Et peut-être rajouter un autre point pour éviter les défauts qu'on a toujours dans cet écosystème, c'est d'éviter le saupoudrage et de faire en sorte que les moyens soient concentrés sur quelques lieux clés, parce que je crois beaucoup à la politique de site. On l'a vu ici pour Paris Santé Campus. Paris Santé Campus, où on est installé. Où les partenaires publics et privés convergent pour justement faire émerger ces synergies. Et je pense que l'un des axes de cette AIS sera aussi de concentrer les moyens sur des sites particuliers avec des thématiques particulières. Au final, puisqu'il nous reste quelques instants, il y a une véritable stratégie de santé en France. Allez, Ali, Frédéric, Ali. Allez, Frédéric Collet. Je pense que l'AIS doit répondre à ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une véritable stratégie de santé en France. Et la meilleure façon d'avoir une stratégie, c'est de se poser la question de ce vers quoi on veut aller et d'aligner les moyens. Et je pense que cette AIS a la possibilité, notamment avec un outil qu'on appelle l'Horizon Scanning, qui nous permet de faire de la projection. En particulier, tous les acteurs de l'innovation ont une assez bonne visibilité sur ce qu'ils ont dans ce qu'on appelle leur pipeline, c'est-à-dire pour les années qui viennent. Ils savent ce qu'ils vont développer, ils savent sur quoi ils bossent. Et donc c'est dommage de se priver de cette image-là quand on construit une stratégie de santé et de ne pas se dire, tiens, vers où allons-nous et ce sur quoi nous voulons investir. Le mot de la fin, Ali, s'il vous plaît. J'ai beaucoup parlé de confiance, je suis confiant. Ça se voit, oui. Optimistes tous les deux. Frédéric aussi. Oui, absolument. Bon, très bien. Voilà, merci beaucoup. Merci d'être venu. Voilà, merci Frédéric Collet, expert santé, ancien président du LEM et de Novartis. Et puis Ali Saïd, biologiste, conseiller maître à la Cour des comptes. Tiens, quand on parle d'innovation, on va y revenir. Je les adore, toutes ces entreprises. Parole d'entrepreneur, c'est tout de suite. L'innovation, maître mot du secteur. On en parlait il y a un instant, évidemment, donc dans ce 100% Health Tech, le live de France Biotech. Et merci à toutes et à tous de nous suivre
partout où vous vous trouvez en France. Et puis, je vous le rappelle, il y a un système de replay, bien entendu, pour revoir toutes ces pépites qu'on met en avant, notamment dans Parole d'entrepreneur. Nouveau rendez-vous avec vous, le docteur Maude Brandely. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Parlez bien dans le micro, qu'on vous entende bien. Vous êtes directrice des affaires médicales, Chief Medical Officer, donc de Transgène. Voilà, on va repartir à la découverte ou la redécouverte de Transgène grâce à vous. C'est une entreprise de Strasbourg, Transgène, qui conçoit, qui développe des immunothérapies du cancer. Et on peut dire quelque part que vous êtes pionnier donc de l'ingénierie des génomes viraux. Qu'est-ce que vous proposez, docteur ? Alors, effectivement, notre mission, c'est de développer, comme vous l'avez dit, une immunothérapie des cancers. Et pour ce faire, on utilise des virus optimisés. Donc, on a effectivement développé un grand savoir-faire dans ce domaine, de telle sorte que ces virus vont être capables de stimuler le système immunitaire des patients, qui vont être alors capables de détruire leur tumeur. Combien d'immunothérapies actuellement dans votre dispositif ? Alors actuellement, on a beaucoup de produits en recherche, bien évidemment, mais en clinique, en développement clinique, nous avons 4 produits qui font l'objet de 6 études cliniques. Alors on va en parler justement de l'une d'elles, mais simplement, vous avez parlé de la recherche, et c'est vrai, c'est ce qu'on met en avant régulièrement dans cette émission, en permanence même, dans 100% Health Tech, la force de la recherche. La recherche chez vous, c'est les 3/4 des collaborateurs, c'est ça ? Alors, tout à fait. Donc, on a à peu près 70 personnes qui travaillent en recherche et on a 25 personnes qui travaillent en développement clinique. Donc, vraiment, notre cœur de métier, c'est consacré au développement de nouveaux médicaments. Alors, justement, dans ces essais cliniques, et je disais, c'est un peu l'actualité aussi, c'est que vous avez lancé un essai clinique de votre vaccin contre les cancers du papillomavirus. Expliquez-moi. Alors, on a eu une année, effectivement, 2022 assez riche. Décidément, tout le monde. Des beaux résultats, oui. Bravo, c'est bien, voilà. Soyons fiers, évidemment, de ce secteur, formidable. Donc, effectivement, ce vaccin qui s'appelle, il a toujours des noms de code un peu barbares, TG4001. Donc, ce vaccin, c'est un vaccin thérapeutique, je précise. Ça n'a rien à voir avec les vaccins prophylactiques utilisés chez les adolescents comme le Gardasil. Là, c'est un vaccin thérapeutique qui est utilisé donc à un stade avancé des cancers associés au papillomavirus qui malheureusement peut induire un certain nombre de cancers. Cancer du col de l'utérus, de l'anus, de la vulve. Le plus connu, c'est le cancer du col de l'utérus, qui reste encore un vrai problème, parce que la couverture vaccinale n'est pas totale. En France, on n'est pas forcément très bons élèves dans le domaine. Et donc, c'est assez dramatique comme situation, parce que quand ces patientes ou ces patients rechutent après les traitements standards, parce que donc, bien évidemment, nous les prenons à un stade où ils ont échappé aux options thérapeutiques standards. On se retrouve donc à leur proposer cette approche vaccinale qui est associée à un inhibiteur des points de contrôle immunitaire. Qui s'appelle l'Avelumab. Voilà, qui est un produit commercialisé par Merck Serono. Bien. Et donc, on a eu des très très bons résultats en phase 1-2, à la fois une très bonne tolérance et puis surtout des résultats impressionnants en termes d'efficacité avec l'association. Alors, les investigateurs étaient très enthousiastes et c'est eux qui nous ont dit, pour nos patients, il faut absolument continuer. Et donc, on a mis en place une étude randomisée qui compare donc l'Avelumab seul à l'association. Et donc, pour être sûr que nous allions dans la bonne direction, on a fait ce qu'on appelle une analyse intermédiaire. Et bonne nouvelle, les résultats sont positifs. Donc, ça nous permet de continuer l'étude en diminuant même le nombre de patients à inclure au total. Parce qu'à terme, combien de patients seront concernés ? Alors, à terme, on va inclure 120 patients. 120, on en a déjà inclus la moitié. Donc, pour vous dire, on est en bonne route. Et donc, c'est extrêmement encourageant pour, bien sûr, les patients, les investigateurs et pour nous. Est-ce que vous avez une petite idée du calendrier quand pourrait être commercialisé ce vaccin, ce fameux TG4001, docteur ? Alors, donc, on attendrait la fin de cette étude actuelle pour début 2024.
Ensuite, il faut aller rencontrer les autorités réglementaires. Vous savez, c'est un circuit obligatoire pour discuter avec eux la meilleure manière d'enregistrer notre produit. Donc, ça peut être des produits qui sont mis sur le marché à horizon 2027-2028. À 2027-2028, et à terme, vous pourriez traiter comme ça combien de patients par an? Alors, la cible, malheureusement, c'est 25 000 nouveaux cas par an, hein, tout de même. Hein. On parle, alors, je parle des États-Unis et de l'Europe. De l'Europe occidentale, bien sûr. Ouais. Alors, bien sûr, si on inclut d'autres pays dans le monde, le chiffre est beaucoup plus important. Juste, quand on parle de chiffres, et on va se quitter là-dessus, pour bien qu'on se rende compte évidemment de l'ampleur de la recherche, le développement du TG 4001, il coûte aux environs de 13 millions d'euros sur un budget de fonctionnement de combien chez Transgène? Alors, une quarantaine à peu près? À peu près une quarantaine, oui. Ouais. Oui. On se rend compte que c'est considérable, c'est fondamental là. C'est fondamental, et puis vous savez aussi, c'est le temps. Parce que le temps aussi, c'est de l'argent, mais le développement clinique, c'est une longue affaire. Hein. Donc ça prend. On peut être étonné par nos temps de développement, mais en moyenne, c'est 8 à 10 ans, hein, le développement d'un nouveau médicament. C'est la règle, la bien première entendu. injection chez l'homme, voilà, c'est la règle. Merci, félicitations en tout cas, longue vie donc à bien se. On a plein d'autres produits en plus. Oui, oui. On n'a pas le temps d'en parler. Vous savez quoi? Vous reviendrez évidemment dans ce Avec numéro de plaisir. 100% Health Tech, le live de France Biotech avec le docteur Maude Brandely, directrice des affaires médicales de Transgène. Et dans un instant, eh bien, nous allons retrouver le directeur général de la PHP, Nicolas Revel. Et ce sera l'événement le mardi 13 décembre. Nous y serons d'ailleurs, 100% Health Tech, le magazine de France Biotech. Nous serons à Nantes. Nantes, qu'est-ce qui va se passer le mardi 13 décembre à la Cité des Congrès? Eh bien, ce sera le CHU Health Tech Connection Day. C'est une première, justement. Et on a voulu rencontrer, il nous a accordé cette interview il y a quelques jours, Nicolas Revel, le directeur général de la PHP, oui, qui est revenu sur cette première, évidemment, sur cette rencontre du mardi 13 décembre. C'est l'association, d'une part, entre France Biotech et la conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires. Alors, pourquoi cette union? La réponse de Nicolas Revel, et on revient juste après avec Olivier Chabanon, le directeur général de France Biotech. Cette union qui procède donc d'un accord cadre qui a été signé en mars dernier. Quelque part, la question, on pourrait se demander pourquoi si tard, pourquoi il y a si peu de temps, tant les CHU d'une part et le monde de la biotech d'autre part ont forcément besoin de travailler ensemble, d'apprendre à donc se connaître, et je pense que ce sera tout l'intérêt de l'événement qui se tiendra à Nantes. Les CHU, j'insiste, c'est vraiment un modèle français absolument formidable qui permet au même endroit d'avoir du soin, de la recherche clinique, de la recherche translationnelle. Tout ça pour le progrès médical. Et on voit bien que le progrès médical, sans ce dernier kilomètre qui est l'innovation que portent les French Tech, il y a cet élément qui manque. Donc ces deux mondes ont fondamentalement besoin de travailler ensemble. Et donc pour travailler ensemble, évidemment, il y a beaucoup, entre guillemets, de connexions à établir. Et c'est tout ce travail qu'il faut qu'on continue. Je pense que au-delà de l'accord cadre, il y a des choses qui existent déjà. Il faut réussir à le faire beaucoup mieux et beaucoup plus fortement. Premier élément clé, ce sera qu'il y ait du monde à Nantes le 13 décembre, aussi bien des représentants du monde de la Health Tech, mais évidemment des représentants de nos CHU. Et donc nous allons, je pense, être au rendez-vous de cette première édition. Et cette première édition, elle aura pour premier intérêt de faire que, voilà, il y ait du monde, on se rencontre, on échange des cartes de visite. Nous avons besoin de mieux connaître, je dirais, ce qu'est la diversité des entreprises de toute taille, ce qui donne des idées. Quand on voit des innovateurs, on déclenche quelque chose. Et puis je pense qu'on va travailler à Nantes le 13 décembre et on va échanger sur à la fois ce qu'on peut faire ensemble et de bien appréhender aussi ce que sont les contraintes et les aspirations des uns et des autres. Bon. On voit bien qu'on a des enjeux de simplification, d'accélération de nos processus.
tout en partageant aussi ce que sont des contraintes, parce que évidemment il y a des enjeux lourds de traitement des données, tout ça pose des questions juridiques, il y a des enjeux de valorisation qui sont des enjeux importants de part et d'autre. Et donc travailler le 13 décembre à Nantes pour voir comment on peut faire mieux, j'ai accéléré parce que c'est important, travailler ensemble et trouver des éléments de méthode qui nous permettront, je dirais, d'être plus efficaces. La France a de formidables atouts, aussi bien du côté de son innovation entrepreneuriale que de ce qui est la force de sa recherche et de sa capacité de soins. Il faut qu'on arrive à ce que ça se rencontre, que ça se potentialise et qu'on fasse, parce que l'enjeu de la sécurité, mais aussi de la rapidité, est quand même un élément clé en matière d'innovation médicale. Et on a clairement des progrès à faire. Et ces progrès, ils passeront par une meilleure compréhension et un meilleur dialogue. N'importe quel, d'une certaine manière, médecin qui fait de la recherche à la PHP, il se pose la question de ce que va être le débouché de cette innovation médicale qui est finalement ce qui est le but ultime de son travail. Un CHU, c'est non seulement du soin, mais c'est du progrès médical. Et le progrès médical, il doit se concrétiser et se matérialiser dans ce dernier kilomètre. Donc on a évidemment potentiellement, moi, c'est 100 000 personnes que je pourrais envoyer à Nantes le 13 décembre, ce que nous ne ferons pas. Mais nous allons plutôt évidemment nous concentrer sur les acteurs de ceux qui sont à l'interaction entre le soin, la recherche et l'innovation. On a des professionnels qui sont dans nos URC, chargés unités de recherche clinique, qui sont justement chargés de cela. Tout ce qui va toucher au traitement des données, la sécurisation juridique, la contractualisation, les éléments de valorisation doivent être présents. Et puis on a par ailleurs, parce que les CHU achètent nos acheteurs sur des produits de santé, sur des solutions numériques, qui doivent évidemment d'abord connaître leur marché, connaître ce qui va émerger et réfléchir avec ces innovateurs à la manière de pouvoir nous adapter nos modes d'achat, nos cadres d'achat pour pouvoir faire une place à ces éléments d'innovation que nos médecins nous demandent. Nos soignants nous demandent. Donc voilà, c'est donc pas mal d'acteurs qui ont vocation à présenter la PHP. C'est un message qui est, je dirais, d'être dans une forme d'ouverture d'esprit, capter ce qui est l'innovation de demain qui pourrait nous intéresser, et puis de comprendre encore une fois ce qui est le point de vue de ces entreprises qui sont sur des innovations émergentes et qui ont parfois un peu de mal à rentrer complètement dans nos cadres. Donc nous, on doit faire un peu bouger nos cadres, c'est très important, mais on ne peut pas non plus les exploser, donc il faut être aussi pédagogue sur le fait que voilà, il y a aussi un effort à faire du côté de ces entreprises pour pouvoir un tout petit peu se rapprocher d'un minimum de règles. Il faut que nos troupes n'hésitent pas à s'inscrire, mais en plus on va faire en sorte qu'ils s'inscrivent. La France Biotech, c'est une très belle réussite. Ça fait 25 ans que France Biotech existe. Et on a besoin, compte tenu de ce qu'est ce secteur qui est extrêmement foisonnant, qui se renouvelle en permanence, d'avoir une structure, je dirais, un peu fédérale, de coordination, d'animation et de dialogue, d'interface avec le secteur, entre guillemets, public au sens large. Donc voilà, c'est une belle réussite. En 25 ans, c'est 500 entreprises membres. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'il y en a 100 de plus sur la dernière année. Donc c'est vraiment une structure qui a trouvé totalement sa place dans le paysage et qui est pour nous, donc, un interlocuteur incontournable. Le défi, hein, voilà, 100 entreprises de plus. Voilà, c'était Nicolas Revel, le directeur général de la PHP, qui a eu la gentillesse de nous recevoir il y a quelques jours, justement. Bonsoir Olivier Chabanon. Bonsoir Fabrice. Directeur général de France Biotech. Voilà, et voilà, il place la barre assez haut, hein, Nicolas Revel. Absolument, et c'est l'occasion évidemment de le remercier pour son témoignage. D'abord à destination de France Biotech, parce que ça fait toujours plaisir à entendre. Et puis aussi par son message, d'abord à destination des acteurs des CHU qui sont évidemment pleinement impliqués dans cet événement. Et donc son intervention souligne évidemment l'importance que revêt cet événement dans l'écosystème HealthTech. Donc le
13 décembre à Nantes, la première édition du CHU Health Tech Connection Day. Donc c'est une journée inédite de rencontres entre acteurs des CHU, entre professionnels de la Health Tech, à travers à la fois des rendez-vous B2B pour nouer des opportunités de contact, et puis tout au long de cette journée, un cycle de conférences pour souligner évidemment l'importance de cette collaboration. Donc la collaboration entre les Health Tech, les opportunités de partenariat entre les Health Tech et le monde des CHU, c'est le thème de cette première édition. Il y en aura d'autres. Hein. On aura a priori 31 autres. Pour assister donc à ce ça nous promet un beau tour de France. Health Tech Connection Day, donc le 13 décembre à la Cité des Congrès à Nantes. Olivier, on s'inscrit. Alors rien de plus simple. Alors pour les entrepreneurs, il y a déjà une centaine d'entreprises inscrites. Bien. Il y a bon nombre aussi d'acteurs des CHU qui sont d'ores et déjà inscrits. Il y a une accélération là des inscriptions. Alors il faut aller sur le site internet qui s'est affiché sur l'écran. Bonne nouvelle, si vous êtes adhérent de France Biotech, c'est gratuit. Pour les autres, faut m'appeler. Et ensuite, donc il suffit juste de s'inscrire. Donc je rappelle juste que c'est un événement qui a pour partenaire principal la French Tech, qui a le soutien de la French Care, qui est de BPI France et également de l'ensemble des pôles de compétitivité en santé, qui est placé sous le haut patronage du président de la République. Alors, il y aura le coq rouge, le coq blanc, voilà, donc tous les coqs de toutes les couleurs. Et on sera sur place, Olivier Chabanon. Absolument. Pour le direct de ce 100% Health Tech, le live de France Biotech, on sera à la Cité des Congrès le mardi 13 décembre. Voilà, vous restez avec nous, on va se dire au revoir dans une poignée de secondes. Et voilà, c'est déjà la fin de ce deuxième numéro de ce 100% Health Tech, le live de France Biotech. Hein. Il y aura un replay qui va être évidemment disponible. Et puis vous nous suivez toujours sur tous les réseaux sociaux de France Biotech. Oui, on le disait, donc, rendez-vous le 13 décembre donc, à Nantes, à la Cité des Congrès pour ce CHU Health Tech Connection Day. D'ici là, il y aura d'autres rendez-vous, Olivier Chabanon ? Oui, d'autres événements organisés par France Biotech. D'abord, qui vont s'afficher normalement à l'écran parce que ça m'aiderait beaucoup. Ça va s'afficher. Voilà, on les voit. D'abord, on est en pleine enquête de préparation de l'enquête du Panorama France Health Tech. Ça sera la 20e édition de cette enquête annuelle donc qui donne le panorama, comme son nom l'indique, donc de la filière Health Tech. Il y a un QR code, voilà, vous en profitez, vous le flashez avec votre téléphone, et puis donc il y aura toute évidemment l'ergonomie pour répondre à les entreprises Health Tech donc sont invitées à répondre à cette enquête, et il y aura une soirée de démultiplication en février prochain. Autre événement, donc la conférence RH de France Biotech, avec un certain nombre effectivement d'enjeux RH qui seront évoqués. Donc ça sera le 22 novembre ici à Paris Santé Campus à 17h, autour notamment de l'organisation du travail, du télétravail, des nouvelles méthodes de recrutement et l'importance de la culture d'entreprise. C'est organisé par la commission RH de France Biotech. Et puis un dernier événement, un webinar autour du plan DM 2030, quelles opportunités pour les entreprises de la MedTech. Et nous aurons notamment l'intervention de David Senati et puis également de la DGE qui viendront nous exposer ce plan DM 2030. Ça sera le 6 décembre, donc de 11h à 12h30. Là aussi, on s'inscrit. En virtuel. Voilà. Absolument. Merci. Sur le site de France Biotech, de toute façon. Toujours, évidemment, Olivier Chabanon, directeur général de France Biotech, qui organise avec toutes ses équipes, évidemment, ce 100% Health Tech, le live de France Biotech. Félicitations à toutes les équipes. Et puis nous, on se donne rendez-vous, évidemment, pour un prochain numéro. Ce sera donc depuis Nantes, la Cité des Congrès, le 13 décembre. Je vous souhaite, évidemment, une bonne fin de journée, une bonne soirée. À très bientôt. Merci. 3, 2, 1.